comment créer une structure qui va avoir de très grands résultats en partant de pas grand-chose. Écoute, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et je suis en train de lire en ce moment un livre qui aborde justement ce sujet-là, qui s'appelle Exponential Organizations, qui t'explique en gros comment faire pour partir d'une petite structure et la rendre vraiment performante. La promesse de ce livre est très forte parce qu'ils te disent comment est-ce que les nouvelles entreprises se créent avec 10 fois moins d'argent et pourtant parviennent à être 10 fois plus rapides et avoir 10 fois plus de chiffres que celles qui sont là depuis pas mal d'années. Et comme personnellement, je suis vraiment intéressé par le fait de construire de grosses organisations qui vont créer des milliers d'emplois sur le continent, et bien forcément, j'essaie de m'abreuver à ce genre de sources-là, d'aller à des formations, d'étudier sur ce genre de thématiques et de les implémenter moi-même parce qu'au final, c'est la pratique qui importe. Mais si tu as regardé le titre de cette vidéo, alors tu sais bien que je n'ai pas l'intention de te parler de livres aujourd'hui. J'ai juste voulu répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir quel type de livre je peux lire. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo qui est en réalité une réponse à la vidéo que j'ai faite hier, ou plutôt une suite, parce que dans la vidéo que j'ai faite hier, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de commentaires. Et je vous remercie d'avoir d'ailleurs contribué à rendre cette vidéo autant intéressante parce que j'apprends beaucoup de vous dans vos commentaires en réalité quand ceux-ci sont constructifs. Les commentaires insultants bien évidemment, je n'ai pas trop le temps pour ça. Mais ceux qui prennent la peine de rédiger, d'expliquer quelque chose, de développer leur raisonnement, bravo, continuez comme ça, c'est très très apprécié. C'est comme ça que l'on s'enrichit les uns les autres. Je ne suis pas un sachant qui explique à tout le monde ce qu'il faut faire. Je suis juste quelqu'un, comme vous en réalité, qui partage ce qu'il pense, ce qu'il croit, le flux de ses analyses et de ses compréhensions du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et donc la vidéo d'hier a été une vidéo dans laquelle j'expliquais simplement que et qui d'ailleurs était le fruit d'une discussion que j'avais avec quelqu'un qui parlait de ce que la France fait de mal en Afrique. Et au terme de cette discussion-là, je me suis dit qu'il aurait été intéressant quand même d'aborder un aspect dont on ne parle pas souvent assez, qui consiste à expliquer aux Africains que, à la communauté noire en général, qu'il faut qu'elle possède la science, il faut qu'elle possède la technologie. Il faut voir de petits États comme Israël par exemple aujourd'hui et aller regarder tout ce qu'un pays comme Israël produit au niveau de la technologie. WhatsApp qu'on utilise, c'est quelqu'un d'Israël qui a créé WhatsApp. Et il y a plein d'autres applications comme ça qu'on utilise, qui ont été créées par des Israélites depuis Israël. Donc on ne va pas dire qu'ils ont fait ça depuis les États-Unis, pas du tout. Parce qu'Israël, c'est un État qui a investi massivement dans la technologie. Et donc j'expliquais simplement que nous aujourd'hui, l'un des problèmes que l'on a, c'est que l'on considère que notre richesse, elle est dans la nature. La richesse de l'Afrique est, je suis désolé, il y a un peu de vent, c'est normal, il fait voilà. On est dans un parc, il y a du vent, et voilà. Mais bon, c'est intermittent, mais je vous prie d'excuser ce trouble-là. Mais bon, j'espère que vous allez quand même entendre ce que je dis. Et de temps en temps, s'il y a beaucoup de vent, je vais juste me calmer un peu pour laisser ça passer. Donc, mais je disais, par exemple, les Israélites, eux, ont pu créer dans leur pays de gros pôles de technologie. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'ils sont leaders dans plusieurs technologies dans le monde. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on est d'accord, ça a pris des années à être implémenté. Mais aujourd'hui, ils commencent à récolter les fruits de telles politiques. Et je disais simplement que nous, en Afrique, on gagnerait à nous investir grandement dans la science. Parce qu'en fait, même si on a toutes nos matières premières, même si personne ne vient pour les piller, on ne saura pas les exploiter. Et bien évidemment, à ceci, comme d'habitude, certaines personnes qui, quand tu montres une direction, regardent le bout du doigt, ont compris que j'étais en train de dire que la France ne faisait rien en Afrique, que la France était sainte ni touche et que la France n'est responsable de rien du tout. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je vous invite à aller réécouter ma vidéo d'hier. Mais comme pour beaucoup de personnes dans la communauté, il y a encore des gens qui ne se définissent que par l'anti-France, qui ne se définissent que par l'anti-Occident. Et bien pour ces personnes-là, dès que tu parles d'un problème en Afrique, il faut que tu lis ce problème à la France. Et ils sont nombreux là. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous répondre particulièrement parce que à un moment donné, il faudrait peut-être que vous entendiez aussi un certain discours. Mais ces personnes-là, en tout cas, pour elles, tout ce qu'il y a en Afrique est lié à la France. Tu ne peux pas dire que, en tant qu'Africain, en tant que Noir, on peut faire ceci pour s'améliorer. Ils vont te dire tout de suite, non, on ne peut pas à cause de la France. Eh bien, malheureusement pour vous, les amis, il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas été colonisés par la France. En fait, la grande majorité des pays en Afrique n'ont pas été colonisés par la France. Les colonies françaises, aujourd'hui, il y en a 14 ou 15. Le reste des 55 pays du continent n'ont pas été colonisés par la France. Comment vous expliquez donc que ces pays soient pauvres? Comment vous expliquez que certains de ces pays, plusieurs même, sont encore plus pauvres que des États dans lesquels la France a la même mise aujourd'hui? Est-ce que c'est la France qui fait que ces pays-là soient pauvres?
Prenons le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est colonisée par personne. Comment vous expliquez que pendant très longtemps, en Éthiopie, les gens mouraient de faim? C'est la faute de la France. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'homme noir ait le courage d'entendre un discours qui permet de se remettre en question. Il y a des choses aujourd'hui que l'on peut faire avec la présence de la France. Et moi, je m'évertue à essayer de faire comprendre aux gens que quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vais au Cameroun, que je crée une structure, que j'embauche des gens, la France ne m'y empêche pas, ne m'en empêche pas. Quand je veux lancer un business, quand je veux recruter, quand je veux faire mon marketing, quand je veux gagner des sous en résolvant des problèmes, la France ne m'en empêche pas. Ok? Ça veut dire que toi aussi à ton niveau, tu peux le faire, la France ne t'en empêchera pas. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens qui disent que tout est la faute de la France sont inactifs. Ils ne font rien à part dénoncer et de fait, ils ne se rendent même pas compte qu'en réalité, leur premier blocage dans leur vie, ce n'est pas la France, c'est eux-mêmes. Parce que malgré la France, malgré l'Occident, des gens parviennent à avoir un impact sur le continent. Des gens parviennent à former des entrepreneurs, des gens parviennent à créer de la richesse. On a Tion Nyang au Sénégal qui embauche plein de jeunes dans son champ. Des jeunes viennent de plusieurs pays pour travailler dans son champ. Pareil dans mes champs, j'embauche plein de personnes et beaucoup d'autres entrepreneurs sur le continent peuvent travailler et ils se rendent bien compte que dans leur travail au quotidien, la France ne leur pose aucun blocage. Donc à un moment donné, arrêtons aussi de vouloir rendre responsable la France de ce dont elle n'est pas du tout responsable. Et je vais aller même un peu plus loin. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que parfois je trouve que on passe à côté. On passe vraiment à côté de l'essentiel et de ce que l'on peut faire. Dans la vie, je ne sais plus qui avait dit ça, mais il faut savoir identifier les choses que tu peux changer et celles que tu ne peux pas changer. Et ainsi, tu éviteras de te battre pour celles que tu ne peux pas changer. Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous essayez de vous battre pour changer des choses que vous ne pouvez pas changer. Et donc, de fait, vous allez accumuler dans votre vie, au fil des années, des frustrations qui feront que vous aurez le sentiment, finalement, que vous ne servez à rien dans votre combat. Mais en fait, vous avez juste choisi le mauvais combat, ou du moins vous vous battez avec les mauvaises armes, parce que vous essayez de changer quelque chose qui n'est pas à votre portée. Moi, j'ai décidé de me battre dans un endroit où je sais que je peux avoir un impact et je peux changer les choses. Et c'est simplement ce que je fais dans cette chaîne. La promotion d'espaces dans lesquels je sais que toi et moi, on peut se lever, on peut se battre, on peut agir et avoir un impact significatif. Voilà ce que je veux dire d'entrée de jeu. Prenons le cas de nos pays aujourd'hui. J'ai déjà expliqué ça ici de plusieurs manières. Ok? Quand quelqu'un vient voler chez toi, si tu te rends compte que pour entrer voler chez toi, c'est ton père qui lui a ouvert la maison ou ton oncle qui lui a ouvert la maison et que c'est grâce à ce père-là qu'il est entré et il a volé tout ce qu'il y a chez vous. Si tu sors et tu vas accuser ce voisin en priorité, tu as un problème. Tu as un gros problème. Celui que tu dois accuser en premier, c'est ton père. Or, il se trouve que sur notre continent, pour que la France et toutes les nations occidentales puissent faire quoi que ce soit, elles ont besoin que nos pères de nations valident cela. Ils ont besoin que nos dirigeants soient de connivence pour pouvoir entrer dans nos États et faire le sale travail qu'ils peuvent faire. C'est super, super important que tu comprennes ça. Ça veut donc dire qu'en réalité, notre frustration, notre gêne, notre colère doit principalement, je ne dis pas uniquement, là aussi il faut comprendre la subtilité quand j'utilise des mots. Je dis principalement être orienté envers nos dirigeants. Parce que ce sont eux qui ouvrent la porte pour que les pilleurs puissent entrer et se servir chez nous. Mais vous allez remarquer que ces mêmes personnes qui sont très fortes pour dénoncer la France ne dénoncent pas leurs dirigeants. Ou alors quand ils le font, c'est de manière très soft. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans nos pays, s'ils disaient la moitié de ce qu'ils peuvent dire sur la France, ils seraient déjà en prison. Ils savent que les systèmes sont souvent répressifs. Si tu critiques d'une certaine manière les pouvoirs publics, eh bien, ta vie est en danger. Ils le savent. Et donc du coup, ils décident de ne pas prendre ces positions ouvertes de critique de leur gouvernement et décident plutôt de critiquer la France. Parce que c'est facile. Ils savent qu'en France, tu peux même habiter en France, tu critiques la France et on ne va rien te faire. Puisque de toutes les façons, les politiques du gouvernement ne sont pas là pour empêcher aux gens de parler. Mais, fondamentalement, à part vous donner quelques likes sur les réseaux, très honnêtement les amis, qu'est-ce que ça change de passer la journée à dire matin, midi, soir, c'est la faute de la France? Qu'est-ce que ça change? De vous à moi. Qu'est-ce que ça change de dire tout le temps c'est la faute de la France, c'est la faute de la France? À mon avis, pas grand-chose. Et je pense donc que de fait, pour pouvoir
vaincre un système, il faut que tu comprennes le système et ensuite que tu comprennes ses failles. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ou du moins ne veulent pas tirer les leçons de l'histoire passée du continent. Moi, j'aime beaucoup les documentaires animaliers. Et il y a plein de documentaires et parfois même des vidéos virales qui circulent sur les réseaux, là où on montre des scènes dans lesquelles il y a des animaux, notamment qui sont poursuivis par des lions, des guépards, et qui parviennent à s'en sortir. Tu vois un animal qui est encerclé, par exemple, par 3 lions là, et l'animal, il parvient à les jongler tous les 3 et après on met Thug Life. Ou alors tu as des animaux qui, j'en ai vu un qui était juste magnifique, le gars, il se fait attraper par un lion et il fait le mort. Le lion pense que l'animal est mort. Et pendant que le lion a un instant de distraction, le gars se lève et il détale. Thug Life. Donc du coup, mais qu'est-ce que fait cet animal? Il démontre qu'il a compris le système. Il sait comment son prédateur fonctionne et même quand il se fait attraper par le prédateur, que le prédateur met ses crocs sur lui, il trouve encore le moyen de sortir de ses griffes et de s'en aller. Et bien moi je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces animaux-là. Parce que malheureusement ce que je constate, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que beaucoup d'Africains pensent qu'on vit dans un monde de bisounours. Les amis, on vit dans une jungle. Ceux qui n'ont pas encore compris que le monde était en guerre, peut-être que cette vidéo va vous ouvrir les yeux définitivement. Le monde n'est pas un espace dans lequel les gens sont en paix et tout le monde s'aime. Non, du moins au niveau des États. Au niveau des peuples, c'est différent. Au niveau des États, et je pense que le général de Gaulle l'avait dit, au niveau des États, tout n'est que question d'intérêt. Donc en fait, si tu veux transposer l'image que je viens de te donner, il faut considérer que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, toutes les grandes puissances, il faut considérer que ce sont des lions qui sont dans la jungle et qui cherchent où manger. Ils ne sont pas là pour avoir pitié. Et le problème de beaucoup d'Africains, c'est que c'est comme si on voyait un lion dans la jungle qui attrape une antilope et nous on est là et on est en train de dire au lion, non le lion tu exagères, non le lion ce que tu fais c'est pas sérieux, c'est pas cool, laisse cette antilope, laisse cette antilope. Tu penses que le lion va laisser l'antilope parce que tu es en train de lui dire laisse l'antilope, laisse l'antilope? Il ne t'écoute même pas. Il va se servir, tuer l'antilope, la bouffer copieusement et après aller chercher une autre antilope. Parce qu'on est en guerre. Donc, ce que les grandes puissances font dans le monde entier aujourd'hui, d'aller chercher les ressources partout où ils peuvent aller les chercher, c'est comme ça que se traduit le fait que nous vivons dans une jungle. Donc, soit on comprend les règles du game et on décide de jouer avec les règles du game, soit on ne les comprend pas et à ce moment-là on se plaint, on accuse tout le monde, on espère que tout le monde va venir prendre pitié de nous et donc ainsi bien évidemment on va faire que les choses changent. Mais l'histoire nous démontre aussi que ça ne marche pas comme ça. Quand on a eu des dirigeants qui étaient conciliants, on les a assassinés. Quand on a eu des dirigeants qui étaient un peu plus rebelles, on les a assassinés. Quand on a eu des dirigeants qui se taisaient et obéissaient, ils sont restés au pouvoir très longtemps. Donc à un moment donné, je pense que notre génération, en tout cas moi c'est mon combat, c'est de comprendre comment ce système fonctionne et travailler à dompter le système. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Internet. Mais je suis convaincu, moi, que pour que notre génération s'en sorte, en sachant que on a contre nous la monarchie. Prenons le cas, par exemple, des systèmes monarchiques en Europe. Le peuple était opprimé parce que la bourgeoisie et la monarchie travaillaient ensemble et étaient du même avis. Le jour où la monarchie et la bourgeoisie ne se sont plus entendues, la bourgeoisie s'est arrangée pour permettre que le peuple se soulève et a fait renverser les monarchies. Dans bien des cas, c'est ce qui s'est passé. Or, dans notre cas de figure aujourd'hui, quand on regarde bien les contingences sur place, la bourgeoisie et la monarchie travaillent ensemble. Et en plus, permettent à l'ancien colonisateur de continuer d'avoir ses droits et ses accès. Quelles sont donc les possibilités que l'on a pour permettre que le système change? La rébellion? Tu vas te faire tuer tout de suite. Vous n'avez qu'à regarder comment les activistes dans nos pays se font emprisonner tout de suite, tuer même pour certains en prison, sans que personne ne s'en émeuve. Quelles sont les solutions que vous proposez? Envoyer les gens dans la rue pour se faire mitrailler? Quelles sont les solutions que vous proposez? Eh bien moi je suis partisan des théories comme la théorie de l'encerclement. C'est-à-dire, tu encercles tellement
le camp, tu encercles tellement tes ennemis qu'au moment où tu veux leur faire mal, ils ne peuvent pas t'empêcher de leur faire mal. Comment est-ce que le lion fait pour être un bon prédateur? Le lion joue énormément sur une caractéristique fondamentale, l'effet de surprise. Le lion est là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il repère les chemins sur lesquels les animaux ont l'habitude de passer et il se positionne à 2 ou à 3 à des endroits stratégiques. Et ils attendent que les animaux passent. Et quand les animaux passent, ils ne les attaquent pas tout de suite. Ils attendent que les animaux soient bien dans la zone où ils ont quadrillé. Et là, ils attaquent. Et c'est que quand il te prend là, en chasse, si tu vas vers ce côté-là, son frère va tomber sur toi. Ainsi de suite. Et au final, ils parviennent à te prendre. Et moi, en fait, je pense que si on veut s'en sortir, c'est ce genre de système-là qu'il faut que l'on bâtisse. Il faut qu'on bâtisse des systèmes tellement faits de manière stratégique qu'on devienne incontournable. Pourquoi je promeus le business? Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel le politique est soumis à l'économique. Les dirigeants politiques, pour qu'ils gagnent des élections, pour qu'ils puissent maintenir leur système, ont besoin d'argent. Et par définition, les politiciens ne savent pas gagner de l'argent. Ils ont besoin donc des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui vont financer leurs projets. Et moi, ce que je dis simplement aux gens, c'est: et si on créait, nous maintenant, des structures qui fassent que, au fil du temps, ces futurs multimilliardaires du continent, ce soit nous. Si nous créons donc finalement ces systèmes-là qui fassent que désormais, c'est nous qui sommes au poste de décision, au poste de responsabilité, alors on aura intégré, infiltré le système suffisamment pour pouvoir devenir incontournable et indiscutable. Prenons simplement investir au pays. On est plus de 300 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. On sera 500 000 dans quelques mois et après 1 million. Supposons qu'on fasse tous les ans 1000 entrepreneurs. On forme 1000 entrepreneurs tous les ans. En ce moment, on forme plus de 1000 personnes tous les ans. Mais supposons qu'on ne forme même que 1000 personnes qui lancent un projet. OK? Et que ces 1000 personnes-là, dans 10 ans, chacune de leurs entreprises embauche 100 personnes minimum. Au bout de 10 ans, tu fais 1000 personnes qui embauchent 100 personnes. On a 100 000 personnes qu'on embauche. Et si tous les ans, on sort 1000 personnes, ça veut dire que tous les ans, à partir de 10 ans, on a au moins 100 000 nouvelles personnes que l'on va recruter. En très peu d'années, on devient incontournable sur tout le continent. Tout le continent. À partir du moment où on est au poste incontournable, à partir du moment où nos entreprises travaillent, parce que je le répète, quand tu veux créer ton entreprise et la faire développer au pays, ni la France, ni le gouvernement sur place ne t'en empêchent. Ceux qui rencontrent des blocages et des barrières, ce sont ceux qui veulent travailler avec l'État. Ce sont ceux qui veulent avoir des marchés publics, parce que là, bien évidemment, il faut corrompre. C'est eux qui sont sujets à ça. Mais quand tu veux prendre ton champ, faire recruter 100 personnes pour qu'ils développent ton champ, recruter des personnes à gauche, à droite pour que ces personnes-là aient du travail dans ton activité, personne ne t'en empêche. Aucune loi, aucun texte n'empêche ça. Donc tu peux faire ça. Ça, c'est à ton niveau. Par contre, quand dans ton champ, tu as 100 personnes qui bossent pour toi, eh bien, tu as le temps de transformer leur mindset. Tu as le temps de leur inculquer les valeurs auxquelles tu crois. Tu as le temps de faire que désormais, même quand ils vont voter, ils votent de manière consciencieuse. Tu as le temps d'impacter leur vie, leur famille. Tu as le temps, et tu imagines si chacun d'entre nous donc a 100 personnes sur lesquelles il a ce type d'impact-là. Mais tu es en train de changer la société de fond en comble. Et demain, tôt ou tard, parce que tu ne sais jamais qui est qui, un de tes employés est peut-être le cousin du neveu de l'oncle d'eux. Il va se retrouver à un poste. Et bien, tu l'auras impacté. Demain, c'est quelqu'un avec qui tu ne sais jamais qui sera qui demain. Mais parce qu'on sera tellement nombreux, qu'on aura infiltré les différentes places dans la société, regardez comment est-ce que les gens sont venus au pouvoir. Regardez comment est-ce que Lumumba est venu au pouvoir. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces personnes-là sont venues au pouvoir simplement parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment. Les systèmes auxquels on est confronté sur le continent ont tellement de failles. Mais restez sur les réseaux. Dire aux gens c'est la France, c'est la France, c'est la France. Depuis les années où on fait ça, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, l'arme avec laquelle les pays travaillent, ce sont les entreprises. Donc ceux qui disent que non à la France, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les amis. La France, au travers des entreprises françaises, est tellement impliquée sur le continent africain que s'ils décident demain que la France arrête de travailler avec le continent africain, vous allez avoir des guerres. Je suis très sérieux quand je dis ça. Parce que nos États vont se retrouver demain avec des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes au chômage. L'État va prendre l'argent où? Pour donner du travail à toutes ces personnes-là. Donc en réalité, si on veut inverser le game,
On doit aller jouer là où les autres jouent pour dominer. C'est en créant des structures, en faisant grandir ces structures et en étant suffisamment indépendant. Et là, oui, on sait que demain, on peut dire à la France ou à la Chine ou à quelqu'un d'autre, on ne veut plus bosser avec toi. Et on sait qu'on a les moyens de tenir ce type de message parce que en leur disant qu'on ne veut plus bosser avec eux, ils ne peuvent pas nous contraindre de bosser avec eux. Aujourd'hui, si on dit qu'on ne bosse plus avec la France, est-ce que tu sais à quel point on dépend de manière alimentaire seulement, la nourriture de la France? Tu ne parviens pas à te nourrir, tu vas faire du bruit. Les cartes nationales d'identité, c'est des sociétés françaises, dans bien des cas dans nos pays, qui les fabriquent. Donc, ils ont même les datas de nos pays. Parce que nous, on parle juste des entreprises que l'on voit, mais allez dans les secteurs stratégiques de nos pays. La défense, l'armement, le militaire, l'aérospatial pour les pays qui l'ont. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, l'ancien colonisateur est très présent dans ces domaines stratégiques dans ces pays-là. Nos palais, ils y ont accès de toutes les manières possibles. Donc, quand quelqu'un est autant infiltré chez toi, venez commencer à dire de manière publique, oui, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Ok. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Moi, je ne suis pas convaincu. Donc moi, je suis plutôt pour dire que faisons une guerre silencieuse. Soyons stratégiques, créons nos business, possédons l'économique dans nos pays, parce que c'est celui qui possède l'économique qui dirige le politique. Possédons l'économique dans nos pays et ensuite on pourra inverser les tendances comme on veut. Ne comprenons pas ça, faisons du bruit sur Internet et on sera juste un agitateur de plus. Voilà ma philosophie par rapport à ça et voilà pourquoi est-ce que je prône les business. Vraiment les business. Parce que quand tu as les business, eh bien demain, tu peux devenir gouverneur. Quand tu as les business, demain, tu peux devenir ministre. Prenons le cas de Tidiane Thiam, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'Ivoirien qui a été directeur de la Banque Suisse. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens le plébiscitent pour être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que quelqu'un qui a été directeur d'une banque comme lui en Suisse, si demain il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il dit qu'il veut être ministre, on ne va pas lui donner un poste ministériel? Bien sûr que si. S'il dit qu'il veut être le premier ministre du gouvernement, vous pensez qu'on ne va pas lui donner le poste? Bien sûr que si. Parce qu'il a fait ses preuves à l'étranger. Et on sait qu'il peut apporter énormément au pays en termes de finances, en termes de plein de choses. Et donc à partir de là, si Tidiane donc arrive à ce genre de poste, eh bien, il a le moyen d'apporter un impact. Mais quel impact va apporter Tidiane? Ça dépendra de son mindset et de ce qui est important pour lui dans la vie. Si c'est un gars qui a le bon mindset, qui veut vraiment développer son pays, alors depuis sa position, il pourra travailler doucement, doucement pour amener le changement. Mais si c'est quelqu'un qui est vendu, pourri, il va venir et voler aussi et se remplir les poches. Ceci pour dire que on a le moyen, on a les moyens de pouvoir faire beaucoup de choses. Regardez même dans vos domaines. Vous prenez des gens, même des sportifs, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Regardez à quel point, qu'on les aime ou pas, ces personnes ont un mot à dire et ils pèsent dans leur pays. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à avoir un certain rayonnement et une certaine somme d'argent, les pays en Afrique ont besoin de toi. Donc ce qui va être important à ce moment-là, c'est quel est ton mindset. Et si tu apportes un bon mindset et que vous êtes comme ça 10, 20, 30, 50, 100 qui revenez et qui prenez les domaines qu'il faut bien dans le pays, eh bien on va pouvoir avoir un impact insoupçonné. Et là, on va pouvoir agir sérieusement. Moi, c'est la stratégie à laquelle je crois. Maintenant, donc, je veux terminer cette vidéo en répondant un tout petit peu aux petits malins qui pensent qu'ils me connaissent parce qu'ils ont regardé 2-3 de mes vidéos. Les amis, première chose, j'espère que vous venez de comprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo et vous réalisez que vous ne savez rien du tout de mon idéologie politique, ni de quelles sont mes positions politiques. Vous n'en savez rien du tout. Deuxièmement, je ne suis pas votre caisse de résonance. D'accord? Je ne suis pas ici pour dire ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas ici pour venir faire de l'anti-français primaire. Ce n'est pas mon rôle. Donc, si vous voulez faire ça, faites-le sur vos chaînes, créez vos canaux et remplissez, si vous le voulez, les réseaux sociaux de votre discours. Mais je vous rappelle que ce type de chaîne-là existe déjà. Et si les gens s'abonnent autant à ma chaîne et suivent ma vision, c'est bien parce que quelque part, ils n'adhèrent pas à celle-là. C'est bien parce qu'ils ne pensent pas que cette manière de prôner que vous avez est la bonne. Et donc, ils pensent plutôt qu'il y a un autre moyen. Et c'est pour ça qu'ils se sentent à l'aise ici et qu'ils veulent travailler ici et pourquoi on a la croissance que l'on a. Donc, les amis, à un moment donné, il faut que vous ayez aussi le courage d'observer les résultats. Moi, je suis quelqu'un qui suis vendu aux résultats. On reconnaît un arbre à ses fruits. La méthodologie que vous prenez, le radicalisme que vous prenez,
qu'est-ce qu'il a apporté comme fruit? Depuis que vous dites ça sur les réseaux, parce que vous le dites sur les réseaux dans plein de chaînes, je n'ai pas besoin de les citer. Vous connaissez vous-même plein de chaînes ici, on les connaît, des hommes comme des femmes, qui font des émissions, qui font des vidéos, qui font même des heures de vidéos pour cracher sur la France, cracher sur l'Occident, ainsi de suite, eux-mêmes en étant en Occident, hein, pour cracher sur l'Occident, ainsi de suite. Depuis que vous faites ça, ça a produit quoi? Moi, sur cette chaîne, depuis qu'on l'a lancée, on a formé des centaines d'entrepreneurs qui ont lancé des projets, qui embauchent du personnel aujourd'hui sur le continent, changent les vies des familles et sont en train d'agir sur le continent. Voilà ce que nous, on a comme résultat. On en a plein, des gens qui sont dans l'action et qui apportent du concret. Ils sont en train de changer la vie de leur famille. On a des cadres à Paris qui lancent des business en Afrique et qui sont en train de prendre leur autonomie. On en a même qui ont démissionné parce que leur business marche bien et qui sont maintenant en train de rentrer même sur le continent pour superviser ça. Voilà les résultats que l'on a. Votre technique là, qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce que ça produit de venir dire tout le temps la France, depuis que vous faites ça, qu'est-ce que ça produit? À un moment donné les amis, ayez l'humilité aussi de reconnaître que les résultats ne sont pas en votre faveur. On doit pouvoir apprendre des erreurs du passé. Je suis l'un des plus grands fans de Thomas Sankara et je le dis tout le temps ici. Mais il faut reconnaître à un moment donné que la position de venir tout le temps se placer devant les gens et parler, ce n'est qu'une position qui t'expose inutilement. D'accord? J'aime mon continent, j'aime mon peuple, mais je ne suis pas prêt à mourir bêtement. On mourra tous un jour, mais mourrons intelligemment. Pourquoi est-ce que je vais rendre ma femme veuve, mes enfants orphelins du jour au lendemain alors que j'aurais pu avoir une autre stratégie beaucoup plus efficace sur le long terme? Pourquoi je vais le faire? Et pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer, c'est pas ce que je dis parce que les gens ont l'art de comprendre dans l'extrême. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer. Moi-même, je dénonce. Beaucoup de gens viennent. Si cette vidéo a plus de 400 vidéos, allez regarder les vidéos, vous allez voir que je dénonce assez souvent. Mais on ne peut pas être dans la dénonciation pour être dans la dénonciation, il faut être dans l'action. Et sur le terrain de l'action, malheureusement, on ne voit plus beaucoup de monde. Soyons dans l'action et vous allez vous rendre compte que dans l'action, dans la création de valeur, on va pouvoir être beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Donc les amis, je ne suis pas ici pour dire ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas ici pour dire ce qui va vous faire plaisir. Je ne suis pas ici pour être être l'ami des gens. Je suis ici parce que je porte une vision. J'assume sur moi ma vision. Je veux mourir pour mes idées, pour mes combats, pas pour les vôtres. Ok? Je veux que demain, si je paye les conséquences pour ce que je suis en train de dire par rapport au business, je veux assumer les conséquences de ça, tu vois. Mais je ne veux pas me retrouver à assumer les conséquences pour quelque chose dont je ne suis même pas convaincu que ce soit ça la solution. Donc je n'irai pas dans ce sens-là, de dire oui, oh Philippe, il n'a pas d'analyse politique. Qu'est-ce que vous en savez de mes visions politiques? On parle politique, vous et moi. Qu'est-ce que vous en savez de mes idéologies politiques, de ce que je pense de politique, de quelle stratégie, système auquel je... Qu'est-ce que vous en savez? Aujourd'hui, je dis, faisons des business. Encerclons le système, devenons indispensables. Hier, j'ai parlé de la science. Parce que même si on prend nos États, regardez bien ce qui s'est passé avec Sékou Touré en Guinée. Apprenons du passé. Quand Sékou Touré a dit non à De Gaulle, du jour au lendemain, De Gaulle a vidé le pays de l'administration française. La Guinée est devenue du jour au lendemain brinque-ballante. Parce que oui, elle voulait l'autonomie, mais elle n'était pas prête à marcher seule. Elle avait besoin d'une phase de transition. Et bien du jour au lendemain, l'administration française est partie à saboter, boycotter, et derrière, on sait tout ce qui s'est passé pour mettre en mal ce pays-là. C'est ce que vous voulez de nos États? C'est ce que vous attendez de nos États? Non, personne ne veut ça. Alors, travaillons stratégiquement et ne soyons plus dans l'émotionnel. Arrêtez, parce que je sais aussi qu'il y a une catégorie de personnes qui ont de l'anti-français basique. Dès qu'ils entendent France, pour eux, dès qu'il y a un problème, ils veulent qu'on dise que le coupable, c'est la France. Mon ami, j'ai parlé hier de solutions par rapport à nos États. Est-ce que tu penses vraiment, honnêtement, et je vais te laisser là-dessus, que c'est la France qui empêche qu'on ait des systèmes éducatifs dans nos pays qui permettent que l'on se développe en technologie? Tu penses vraiment que c'est la France? Moi, je ne suis pas convaincu. Demain, je créerai des écoles sur le continent. Je travaille avec des partenaires aujourd'hui qui créent déjà des écoles d'élite pour former l'élite de demain. On a des écoles déjà sur le continent qui commencent à naître ainsi. Pourquoi on ne le fait pas? Faisons ce qui est en notre possible aujourd'hui pour nous assurer notre indépendance économique. Et ensuite, vous allez voir que le politique, on l'influencera beaucoup plus facilement. C'est ma position là-dessus. Je te la partage parce que je veux que tu la comprennes une fois pour toutes.
Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Je vais continuer ma lecture, je lirai vos commentaires et s'il le faut, on fera une troisième partie pour en reparler demain dans la vidéo qui paraîtra. Ce soir, on a notre émission en direct. J'espère que vous serez nombreux pour pouvoir y participer et partager vos positions là-dessus. Merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de décrire. On est là pour en parler. Développez vos idées, je les lirai. Et puis, à très bientôt.